tiré. Des témoins affirment que les premiers wagons sont montés jusqu'à 6 mètres de haut, tellement le choc était violent. Des dizaines de pompiers et de secouristes sont obligés de monter sur des échelles pour désincarcérer les victimes. La plupart ont pu être dégagés, mais certains blessés se trouvent toujours enfermés dans une voiture en équilibre instable sur un wagon de l'autre train. Le conducteur du Nice-Paris, toujours prisonnier dans les ferrailles de sa locomotive, a dû être amputé sur place. La gare de Melun n'est plus qu'un hall réservé aux victimes. Les premiers soins d'urgence et de réanimation y sont donnés. Paul Quilès, ministre des Transports, va nommer un responsable pour enquêter sur cette catastrophe. C'est le plus grave accident ferroviaire depuis 1988. Très vite, les autres titres de l'actualité. Explosion due à un suicide au gaz dans un immeuble de Vanves, 1 mort, 5 blessés. Journée sociale chargée avec 4 manifestations à Paris, celle des infirmières, des travailleurs sociaux, des assistantes sociales et du personnel hospitalier. Constat de désaccord dans les négociations de la fonction publique. À l'étranger, nous reviendrons sur la tournée de James Baker au Proche-Orient. Pendant que la mission COTAV, chargée de débattre du livre blanc gouvernemental sur la retraite en tant syndicats et assureurs, on sonde les Français. Pessimisme et fatalisme. Anne Gaillard. Ce ne sont pas ces sondages qui encourageront le gouvernement à agir. Or, tout devrait l'y pousser. Nous avons compris que nos retraites étaient menacées vers 2010 et qu'elles seront moins bonnes que celles de nos aînés. 2 raisons. Baisse de la natalité, 55%, allongement de la durée de vie. Surprise, les Français ignorent assez largement ce qu'ils toucheront, mais ne sont que 28% à espérer conserver les 2 tiers de leur salaire. 1 tiers seulement a souscrit à une complémentaire. Les autres comptent sur l'État pour garantir leur retraite sans y croire tout à fait. Les syndicats, eux, réaffirment leur attachement à la répartition. Les actifs paient pour les retraités. Celui de la capitalisation, les retraités jouissent des droits qu'ils se sont constitués, a du mal à passer la rampe. Or, il faudra bien jouer des 2 systèmes si l'on veut régler le problème. Vos prévisions météo pour la journée, Fabienne? Eh bien, ce sera un après-midi plutôt parapluie sur la... Ici, encore d'un bel ensoleillement. La France sera balayée par une perturbation classique, une perturbation pluvieuse qui va la traverser d'ouest en est. Mais le système dépressionnaire qui génère cette perturbation est un système dépressionnaire actif, assez creux. Les Écossais subissent en ce moment plutôt un effet de tempête, mais nous sommes en marge de cette tempête. Et nous allons simplement avoir de la pluie et des vents qui vont être assez forts sur les côtes de la Manche, plus de 80 km/h, et à l'intérieur des vents d'ouest à 50 km/h. C'est de l'air maritime chargé en humidité. Demain, nous serons en ciel de traîne et la perturbation, eh bien, nous la retrouverons sur la Corse qui subira de la pluie, mais nous aussi. Cet après-midi, eh bien, voyez que la moitié nord du pays sera sous un ciel plutôt nuageux. Eh bien non, on ne voit pas la moitié nord du pays, on voit les températures, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver tout de suite. Une petite manipulation d'ordinateur qui n'a pas bien marché. Voilà. Enfin, l'après-midi, voilà, donc un ciel sur la moitié nord plutôt chargé en pluie, avec des vents d'ouest assez forts, et puis quelques éclaircies, mais très rares sur la moitié nord, tandis que le corps de la perturbation, lui, se situera sur l'Aquitaine, jusque l'Alsace, la Lorraine, sur le pourtour méditerranéen, du soleil, quelques nuages, tramontane et vent de sud-ouest souffleront à 50 km/h. Les températures, quant à elles, seront fraîches, un petit peu plus fraîches encore demain. Elles seront comprises entre 12 et 20 degrés sur le continent, avec 22 degrés en Corse. 12 c'est à Aurillac, 13 à Brest-Lille, 15 à Paris, 16 à Tours, Bourges, Toulouse, 17 à Lyon, 18 à Biarritz, 19 à Marseille, 20 à Nice et Nîmes. Eh bien, regardons la couleur du ciel pour demain. Voyez que ce sera aussi l'arrivée de la neige sur les Vosges, les Alpes au-dessus de 1000 mètres, les Pyrénées au-dessus de 1200 mètres. Partout, un ciel plutôt variable et instable avec de la pluie. Voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui. Tout de suite, vos programmes régionaux, je vous retrouve à 12h45. À tout à l'heure. C'est peut-être quand on a quitté l'école depuis très longtemps, ce qu'on sait, ce qui est vraiment bien pour nos enfants et ce qui fera des hommes justement de nos enfants. Jeanne Urvois reçoit aujourd'hui René Roel qui voit des monts et merveilles dans les encriers.
Quand il est au pupitre, ce n'est pas du tout pour vous taper sur les doigts, mais pour diriger une bande de joyeux musiciens, ceux de l'Orchestre de Bretagne. Invité aujourd'hui de Midi Ouest, Claude Schnitzler. Au labo, dans celui-là du moins, rien n'est en marbre, ni les gens, ni le sol. C'est le LEM, laboratoire d'expérimentation de mode, et c'est bien sûr tous les soirs, passé minuit, aux Allumés à Nantes. Et puis il vient nous donner ses plus belles copies, André Markovitch, traducteur de Cœur ardent, que l'on peut voir à partir de ce soir précisément au TNB à Rennes. Mais tout de suite, Anne Tolagat pour la Bretagne et le bloc-notes pour les Pays de Loire. Leon nusket das red kind da la ket temps pe ludu gant a bricoli pe a holfleur hag a zo da vez a trocha da ben mis kinver pe mis frevrer. En fin, palavar a nusket das red ne ket gwir tout a fait, met dan a bata e meur o vont da hesse klas ke rei da gompren da beizantet ne veket un drava da tao lak da re a ludu gant a legumach. Me gavedi vichebe dan dra evit kao dur prob ak heb nitra de bars, mais igverione deus a pez a meus kompren a der e kleder ave fe ive andra inter as a peizen. A parket bricoli man, neve fe kalavaret, men neus be lak tam ludu ebe de bars pas o be plante da four et kolfleur e bars trimiz a zo de se. En ar gemer tam o douar da gasane da analiza, e oz o be gwelet ne oa ket izum da lak ludu ouspen ar pez a yoa dija en douar. Un toulal blovichou zo ver krog da ziskleria d'ar beizant tol a rivez deus an tuze, me kalz o deus pono kemer al plik. Maria de Houto a oar, mestra, ne keda digas ludu da bricoli, a bret, rag chom ar a walach a zot ba en douar, a baoue a drevajou kentor, a drevajou pe artichaut, pe patates, pe oignon. Met an habitud a zo da zigas. Da stup a pa vez ket kavet brau a bricoli, var droan vez lavaret la kasulfat gato, hag etein. Adres, sed aze ar pez a vez gred a vechou heben emzonja. La setuperak syndikat dour an norn hag a vod nantek parez deus koste Kastelpaul, kleder plouen an a plouvorn, en eus sin a dir un nemglaou gant ar gam a labourdour hag gant ar hate deus Kastel, evit me efet diwalet gant a beizant da labez a pe da sotrandour, bet deus penze a zo egwirione. Ah, evident dour, me bon an da ar peizantet zo interesset gant an operasyon, se beguir o neus gounid ar an da ober var en istok an da haie, quoi. Ne ket ni meket divar ben an dour, me divar ben an aran a jomer gode la beizan eo e. Ba vez ket digas e kemen a zot deo a bricoli, a veho vin ken sensible da c'hlemejou, vin ken sensible da gure ma hin trouhet da helmat da helgoleur a rin, quoi. Ma zo da honit, memeus var a halite bricoli hag a vez klasket da verza var ar mahajou. Ne gomprenant ket revat perag, ne oa kebe klasket abret o bar tra deus an tuze. Met gwiren ne oa kebe gret kalz a studioù divarze betegen. Ben miskenver, e vo gwelet agin, e vo koulz ar haoul, e baz ar pakeir hag o devo begret an tolesse. Met pegei devo ret gortoz vid an dour? Var kalite an dour, e vo gwelet fichans emeus e ben degloaz. A situasyon a zo bremañ, a zo begreat gar a labourerien douar pat ugen loaz, tregon loaz, da ugen loaz. Necessaire evit kaout da dare dour mat, e vo necessaire degloaz, pemzeg loaz, ugen loaz mat ehe. Pa vez c'hoant planta er bonten ba er c'hoat er ankor skei varni alies. Hag bremañ, lavaret alies d'ar beizantet no pas digas. Azot do bricoli abret, me jouj ben a fin ne komprenin. Syndikat dour an norn a zo bet an inikenta o renem lansa da heuliar plan ekiter. Pat pevar bloaz emeur o vont da zispin ur milion a 200.000 eur evit sklerigen ar beizantet, tamatam o klasket ober a memeustra ebroleon a bez a pellor, eseioual ad lefe bezegredive var an drevajoal evel an artichaut hag an oignon, pedraz o d'ober allas. Plein temps aujourd'hui avec Jeanne Urvois, puisque nous sommes jeudi. Bonjour Jeanne. Vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes en compagnie de Madame Renée Roel, qui est directrice retraitée de l'école primaire Saint, pas Saint du tout, Jean Rostand de Rennes. Alors,
Pourquoi Madame René-Wall est-elle votre invitée aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il me semble que l'action qui a été menée l'année dernière en collaboration entre l'école primaire de Jean Rostand et, disons, l'école de leurs aînés, qu'est l'Université du temps libre de Rennes, est très intéressante. Vous avez mené en collaboration ce qu'on appelle un PAE, un projet d'action éducative. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'a été ce projet? Alors, le projet d'action éducative est l'un des volets du projet d'école. Il doit permettre d'élargir le champ les expérimentations des élèves en levant progressivement tous les handicaps culturels. Un élément fondamental est la participation d'intervenants extérieurs. Nous avions choisi la collaboration avec l'Université du temps libre pour conduire une démarche d'échange entre générations et de partage des savoirs. Alors, quel type d'activité, par exemple? La collaboration avec l'Université du temps libre s'est faite sous deux formes. Le guidage, il s'agissait d'accompagner des enfants, des petits groupes de 2-3 enfants en bibliothèque, et de permettre à ces enfants de faire connaissance avec le livre sous toutes ses formes. Accompagner également des groupes d'enfants plus grands dans des activités de lecture à haute voix qui sont assimilables à des jeux de rôle. Donc un perfectionnement dans l'ordre, disons, de la communication, mais aussi de la personnalité de l'enfant. Alors je crois que c'est une action qui a été parfaitement positive, si on en juge par l'enthousiasme des enfants, et aussi celui de leurs aînés dans les échanges qui se sont établis. Oui. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une certaine prudence pour vous qui justement avez été responsable de l'éducation des enfants et de l'école primaire, une certaine prudence, disons, discipline, dans cette entrée des personnes extérieures dans l'école primaire? Je crois qu'il faut que le projet soit bien mené par tout le monde, que tout le monde soit d'accord. L'équipe pédagogique rencontre les intervenants du temps libre, expose et précise le cadre dans lequel doit se faire ce projet, doivent être menées ces activités, le contenu et les démarches que les enseignants souhaitent mener dans les différentes activités. Si le contenu des démarches est bien précisé, je pense qu'il ne doit pas y avoir de dérapage. Donc il s'agit bien d'une aide pour ce que les enseignants ne pourraient pas faire, disons, par leur disponibilité de temps, et d'une aide aussi par le fait que les groupes d'enfants sont pris en petit nombre, et donc que ces enfants en difficulté ont peut-être un contact plus privilégié avec ces personnes extérieures. On peut leur permettre de participer à des activités dans des conditions favorables que l'on ne peut pas mener avec un groupe de 25 à 30 enfants. Ils sont dans des situations privilégiées avec un adulte. La présence de l'adulte est importante parce qu'elle permet de débloquer la situation au moment précis où l'enfant se trouve en difficulté. Donc de ne pas le laisser en situation d'échec. Bien, alors je crois que l'on peut vous féliciter d'avoir mené cette action l'année dernière, qui se reconduit d'ailleurs cette année, je crois, car c'est à la demande des enseignants, mais aussi des enfants, que les aînés sont appelés à venir cette année encore leur apporter justement une certaine aide. Je pense que l'équipe pédagogique est partante, effectivement, pour conduire un autre projet, ou du moins améliorer celui-là, le poursuivre pour cette année encore. Alors je crois que cette action montre très bien justement toute la relation qu'il peut y avoir intergénération, et c'est peut-être un moyen aussi pour les jeunes d'apprendre qu'un certain nombre de valeurs qui ont été défendues, à tort ou à raison, par leurs aînés restent encore valables, et ils l'apprennent dans cet échange. Je crois que la participation des adhérents de l'Université du temps libre est importante pour les enseignants, pour les enfants, qui trouvent un contact privilégié. Eh bien, nous vous félicitons de cet échange et nous espérons que vous pourrez continuer dans ce sens. Merci René Royal, merci Jeanne. On vous retrouve jeudi prochain pour une autre rubrique plein temps. L'orchestre de Bretagne est dirigé par Claude Schnitzler. Il sera tout de suite notre invité. Si vous étiez parmi les gens heureux à Rennes comme à Brest pour avoir vu Dialogos avec le trio de Thomas Gubic, tout de suite un extrait de ce concert.
Bonjour Claude Schnitzler. Bonjour. On a eu du mal à se voir, hein. Vous êtes un homme très pris. Oui, bien sûr. Toujours à droite à gauche, parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours entre Rennes, Strasbourg. Oui, et quelques autres lieux aussi. Alors, l'Orchestre de Bretagne, j'ai dit, c'est devenu une institution, mais ça a toujours un côté un peu péjoratif, ça ne l'est pas du tout en l'occurrence. Non, pas du tout. C'est l'orchestre régional. Nous tenons beaucoup à ce que le terme de régional n'apparaisse pas, parce qu'aux yeux de certains, ça peut paraître un peu restrictif. Et que la vocation d'un orchestre régional, c'est justement d'aller ailleurs et de représenter la région ailleurs, donc c'est Orchestre de Bretagne, je crois que le titre est clair et explicite. Ouais. Alors avant que vous nous présentiez la saison 91-92, quand on voit là ce concert avec le trio de Thomas Gubitsch, c'est une chose originale qui ne s'était pas beaucoup faite avant. Est-ce que vous pensez que ça va être un petit peu le ton qui va être donné pour les années à venir? Non, je pense que c'est des opérations qui doivent quand même rester assez spécifiques et assez limitées, parce que ça n'est pas absolument la vocation d'un orchestre comme le nôtre de changer de genre, mais je crois que de temps en temps c'est une expérience très intéressante. On va la renouveler, mais pas de manière systématique. Alors c'est quoi votre genre justement? Notre genre c'est tout le répertoire symphonique entre Mozart et des musiciens représentatifs du XXe siècle, avec finalement moins de musique romantique, puisque nous avons une formation qui est seulement à 45, qui est une formation type Mozart, donc le répertoire de base devrait être Haydn, Mozart, et donc nous avons en fait, notre répertoire est un peu celui d'autres ensembles peut-être plus prestigieux, comme l'ensemble orchestral de Paris. Enfin, c'est le même type de formation, une formation symphonique légère. Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre, directeur d'orchestre comme vous, trouve comme qualité principale à diriger un orchestre régional, entre guillemets, de Bretagne? Comme qualité principale, c'est avant tout d'avoir eu la possibilité de créer cet orchestre, de le former soi-même et donc d'en être non, je dirais pas jusque là, mais, non, pas le père spirituel, mais en tout cas le responsable et donc si vous voulez le bilan. Finalement, je crois qu'on peut commencer à le tirer. Je crois qu'il est quand même assez instructif et assez positif. C'est vrai que c'est une expérience formidable d'avoir l'opportunité de fonder un orchestre. C'est très rare. En ce moment, la tendance, c'est plutôt des orchestres qui ferment. Alors, il y en a combien en France de la même formule d'orchestres comme ça? Non, des orchestres régionaux, il y en a je dirais une douzaine, mais qui sont de structures variables, puisque vous avez un excellent orchestre qui est l'orchestre d'Auvergne, qui est un orchestre de chambre, je crois qu'ils sont 18 musiciens, et puis vous avez les grosses locomotives, genre, d'ailleurs maintenant on le titre d'orchestre national, mais enfin qui sont quand même des orchestres de région, genre Lille ou Bordeaux. Ouais. Il y a tout, ça correspond aux possibilités financières des régions et aux besoins aussi. Alors, 45 musiciens, c'est un nombre qui vous convient ou vous rêvez de je rêverais d'une vingtaine. 237 non, je n'irai pas jusque-là. Mais je crois que, effectivement, si on pouvait avoir une formation à 65, ça nous permettrait quand même de diversifier davantage le répertoire et peut-être de répondre aussi à la demande d'un certain public vis-à-vis d'œuvres comme les symphonies du Nouveau Monde de Dvorak ou les symphonies de Brahms. Donc ça, nous pouvons le faire puisque nous avons tout de même une équipe d'une vingtaine de musiciens associés qui sont des professeurs que nous avons recrutés sur audition, des professeurs issus de toute la région et qui complètent la formation lorsque besoin, mais enfin qui ne la complètent pas de manière systématique puisqu'ils ne sont pas musiciens titulaires à l'orchestre. Alors, bon, la programmation de cette année, c'est Mozart, vous n'y échappez pas comme les autres, mais il y a aussi Haydn et d'autres grands compositeurs. J'aimerais savoir on ne va pas citer tous les dates parce que vous n'arrêtez pas de toute façon. Oui, de toute façon, je les connais pas. Donc c'est très bien. On les distribuera comme ça goutte à goutte au fil de l'année. Quels sont les goûts particuliers, très personnels de Claude Schnitzler? Est-ce que vous jouez vraiment ce que vous aimez? En général, oui. C'est vous qui choisissez? D'abord, c'est moi qui choisis. C'est bien. Et puis ensuite, je crois que si on veut bien faire jouer une œuvre, il faut être absolument convaincu. Donc, ce que j'aime pas, en principe, je le dirige pas. Je dis bien en principe parce que quelquefois, il y a des obligations, mais j'évite. Comme ça, deux noms, par exemple, parmi vos compositeurs préférés? Je peux vous en citer 15, mais enfin bon, ça va bien entendu de Mozart, qui est plutôt d'actualité ces temps-ci. J'aime beaucoup l'école post-romantique, les compositeurs comme Bruckner, Strauss, Mahler. J'aime beaucoup certains auteurs du XXe siècle, alors Stravinsky, par exemple, Bartók.
Bartók. Oui, donc c'est assez éclectique. Ah oui, très éclectique. Bon. Claude Schnitzler, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis nous reparlerons bien entendu de cette programmation 91-92 de l'Orchestre de Bretagne. Les allumés, c'est depuis lundi, ça se termine samedi soir. Je serai vous, je me précipiterai parce qu'il y a toujours la queue partout. Tout de suite, le LEM, laboratoire expérimental de mode que nous avons vu hier soir ou avant-hier soir, je ne sais plus, mais en tout cas c'est tous les soirs. Au plus profond de la nuit, quand s'éveille la tchaïka, le laboratoire expérimental de mode se prépare en coulisses. La grande ordonnatrice du spectacle s'appelle Svetlana. Question à Svetlana la Russe, que penses-tu des Nantais? Je crois que cet habitant est très près du russe, il est très semblable du russe. Il est ville pas très grand et il y a pourquoi les gens ont des cœurs et des sentiments et c'est très très aimable. Oui, c'est beau, hein? Ouais. Bonjour André Markovitch. Bonjour. Alors ça, c'est Saint-Pétersbourg, ça tombe bien parce que vous êtes, vous, natif de Saint-Pétersbourg. Je suis pas natif, mais disons, toute ma famille de ma mère vient de Leningrad. Ouais. Moi-même, je suis pas né à Saint-Pétersbourg, mais enfin, ma grand-mère est née à Saint-Pétersbourg. Et alors, ils sont toujours là-bas? Enfin, non, ils sont décédés, mais enfin, oui, ils ont passé toute leur vie, enfin, toutes les révolutions, toutes les guerres et tout ça là-bas. Ouais. Ouais, c'est pas forcément énormément. Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier Cœur ardent. Voilà. Alors, c'est une traduction, c'est paru chez Actes qui est une collection très sympathique. On aime bien présenter. Ils font beaucoup de choses pour le théâtre. Oui. Voilà. Alors, la première de Cœur ardent, c'est ce soir, la pièce d'Alexandre Ostrovsky. Alors, question banale, mais tant pis, je la pose quand même. Quelle idée de choisir Ostrovsky? Eh bien, on s'appelle André Markovitch. Ah ben, en fait, c'est une rencontre avec d'abord Emmanuel de Vericaud. Ouais, qui est le directeur, du TNP. Et puis, il s'est trouvé que on a vu le spectacle 1000 francs de récompense. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Voilà, mis en scène par Beno Besson. Et qui nous a tellement plu qu'on a été le voir une deuxième fois. Et là, on a rencontré Beno Besson. Et on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et j'ai proposé Ostrovsky, parce qu'il n'était pas connu. Lui a proposé Cœur ardent. Et voilà, c'est né comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Mais alors, le texte existait déjà en français ou pas? Non, c'est une nouvelle traduction. Il y avait une ancienne traduction qui datait sans doute des années 50. Ouais. Et donc, Beno Besson et Emmanuel de Vericaud m'ont demandé de retraduire. Mais alors, moi, c'est un truc qui m'épate toujours. Je dis une traduction, c'est une traduction. Qu'est-ce que vous avez mis de plus ou de moins dans cette nouvelle traduction? Justement, une traduction, c'est pas une traduction. C'est-à-dire, la traduction dépend du traducteur. Il n'existe pas une traduction d'un texte, comme il n'existe pas en musique une interprétation. Donc, c'est pas fiable. Alors, on peut jamais dire à 100% que c'est vraiment ça? Mais bien sûr que non. Tout dépend de l'interprétation. Et à plus forte raison au théâtre. Quand on traduit un roman, le traducteur est seul responsable, mais là au théâtre, il y a le metteur en scène, il y a les comédiens, il y a les décors, tout se mêle. Par conséquent, on ne peut absolument pas dire que c'est Ostrovsky. Non, c'est une vision d'Ostrovsky à un certain moment par une équipe donnée. C'est ça qui est intéressant.
Il n'existe pas de vérité établie, toute faite, jamais. Tout est toujours en mouvement. C'est votre première traduction? Oh non, j'en ai fait beaucoup d'autres. Enfin, pour le théâtre, j'ai traduit pour Georges Lavaudan, le Platonov. Oui, très beau, très belle pièce qu'on a pu voir l'année dernière. C'était une pièce formidable. Je le dis d'autant plus que mes traductions ne me plaisent pas du tout, mais que le spectacle est grandiose. C'est au-delà de vos... Grandiose, absolument. Mais quand on est traducteur, on n'a pas envie d'écrire soi-même un jour. On dit après tout, j'en ai rien à fiche, moi d'Alexandre et des autres. Moi, je veux qu'il y ait mon livre à moi. Mais comment j'en ai pas? Oh, j'en ai rien à fiche d'Alexandre. Au contraire, c'est ma façon d'écrire, de traduire. Ouais. Parce que c'est pas frustrant. Mais grand Dieu, au contraire, c'est passionnant. Là, simplement le fait d'avoir participé à cette aventure, d'avoir suivi les répétitions, d'avoir rencontré des gens comme Beno Besson, comme les acteurs, mais ça remplit une vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Je ne sais pas. Mais voilà. Peut-être un petit Pierre Dubois qui va pas tarder à venir ici à ma gauche pour me faire sa petite critique du jour. Mon petit Pierre Dubois, vous ne venez pas me rejoindre? Il faut des fois le pousser un peu. Ne bougez pas, André Markovitch. Ce soir, la première donc, de Cœur Ardent au TNB. Absolument. Et ça dure pendant une bonne dizaine de jours. 10 jours. Il ne faut surtout pas rater ça. Merci beaucoup d'être venu et à une prochaine fois surtout. Ne bougez pas, restez avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Bernadette. De quoi s'agit-il aujourd'hui? D'Herman Melville, justement, en restant dans la traduction, effectivement, je me souviens d'une traduction de Moby Dick qui était absolument épouvantable. C'est différent. Hein, oui, et c'est Michel Lebris qui a beaucoup de difficultés justement à trouver des traducteurs pour des romans maritimes, parce qu'il y a une nouvelle génération, il ne connaît pas du tout. Il y a des universitaires très forts de leur savoir qui brusquement devant un texte West Warner Hall ou un Marriott ne savent pas traduire parce qu'ils ne connaissent pas les expressions maritimes et ça devient un grand problème. Alors restons donc justement dans le milieu maritime de la belle littérature qui sent les embruns, avec chez Gallimard un livre qui vient de sortir qui sont les poèmes d'Herman Melville. Alors Herman Melville, on le connaît évidemment surtout pour Moby Dick, White Jacket et Billy Budd, et ces romans aussi extraordinaires sont-ils toujours, mais étaient-ils à l'époque, eh bien, il était méprisé par le public, ça ne marchait pas pour lui, à tel point qu'une fois, un journaliste venant dans sa ville pour le rencontrer, on n'a pas su lui dire où il habitait ni rien, alors que lui avait l'impression qu'il allait rencontrer le grand poète, le grand auteur de l'endroit. Pour lui, c'était l'équivalent de Walt Whitman, par exemple, et Herman Melville, on ne connaissait pas. Et Melville, sur la fin de sa vie, après avoir connu une des grandes aventures maritimes, tout ce qu'il a décrit, il l'a plus ou moins vécu. Il a été harponneur, il a été sur les fameux baleiniers de Nantucket, etc., etc. Et lorsqu'il a écrit White Jacket, en fait, c'est... Finissez, c'était... Lorsqu'il a écrit, par exemple, White Jacket, c'était autobiographique. Ouais. Et ces poèmes, il les a écrits à la fin de sa vie, et c'est vraiment superbe. Merci Pierre Dubois, bonne journée à tous tout de suite. Vos journaux régionaux pour la Bretagne et le Pays de Loire. Bonne journée à tous, à demain. Et le vous s'éveille. Il n'y a pas dans le sport que vous marquez des points. Bayard, prêt à porter pour homme. Bonjour à tous. Vaincre coûte que coûte son handicap, c'est la leçon de l'exploit réussi par Pierre Belot, de retour hier à Lorient. Ce handicapé de 23 ans vient de remporter son challenge. Sans bras et avec une seule jambe, le nageur breton a parcouru samedi dernier 20 km en 6h42 minutes en monopalme, une traversée pratiquée entre deux îles hawaïennes. Pierre Belot, qui a bénéficié de très bonnes conditions météo, a pulvérisé son propre record, presque 3 heures de mieux que le parcours qu'il avait fait l'an dernier à Tahiti. Tout de suite, réaction à chaud du vainqueur juste à son arrivée, recueillie par Alain Richet. Je ne pensais pas faire aussi rapide, mais
Qu'est-ce que t'as voulu faire? Écœurer les Américains ou quoi là? Comment? T'as voulu écœurer les Américains? Oh, pas vraiment écœurer, mais montrer un petit peu là. C'est capable de le faire. C'est très Mais bien. c'est long, putain, bordel de merde. Ça va pas à chier. Hein. Tu pourrais être pris quand même. C'est chavé, hein. Voilà, bravo à Pierre Bello. Conflit des élèves officiers de la marine marchande. Du nouveau, mais pas de solution définitive. C'est en tout cas l'avis des syndicats à l'issue de la réunion hier soir au secrétariat d'État à la mer. En clair, les pouvoirs publics acceptent de rémunérer les stagiaires pour cette année, mais silence radio, comme l'on dit, pour l'année prochaine. Résultat, à l'école de Saint-Malo, eh bien, les cours ont repris ce matin. À Concarneau et Douarnenez, l'occupation des mairies stop ce midi même, en ce moment même, et les cours devraient reprendre la semaine prochaine. Les infirmières manifestent cet après-midi à Paris pour la 4e fois, pour la 4e semaine. Les revendications sont toujours les mêmes, plus de salaire, plus d'effectifs et de meilleures conditions de travail.